Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en vert sur RCM. Une coproduction RCM et etc., l'association des Audaciennes qui sensibilise à l'environnement. Bonjour les sapiens, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Terre à Terre sur votre radio RCM, radio locale, votre quotidien évidemment, toujours sur 97.6 entre Saint-Dié et Lunéville. Et aujourd'hui, on est au studio de Saint-Dié avec deux invités. Comme vous le savez, à Terre, on aime bien discuter, on fait le quaroy un petit peu sur l'environnement, la nature, notre patrimoine naturel ou notre patrimoine bâti. Et là, on va parler effectivement d'un notre patrimoine naturel, évidemment, avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que cette structure ? Vous avez peut-être jamais entendu parler. Dit aussi le CEN Lorraine pour les intimes. Et donc avec aujourd'hui, donc Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Tu nous diras un petit peu qui tu es, ton rôle dans cette structure. Et aussi avec Louis. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'être venus jusqu'au studio de Saint-Dié. Dans cette radio RCM, c'est la première fois que vous participez à la radio RCM ? RCM, oui. La radio, non. Ah, mais oui. Vous n'êtes pas trop apeuré par la radio, alors ça va. Vous avez déjà fait cet exercice. Didier aussi, je crois. J'ai déjà eu l'occasion et j'ai eu l'occasion d'écouter quelques reportages précédents. Ah, un fidèle presque. Très bien. Ouais. Bon, encore plus ravi de vous avoir. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on essaye de parler de vous, de vos actions. On est sur une petite fin d'un petit cycle qui parle de l'eau en général. Et on a parlé de l'eau potable, de l'eau dans la nature, mais aussi de l'eau, de la force hydraulique. Et l'usage de l'eau, et là, avec vous, on va vraiment un petit peu plonger dans l'eau dans la nature, et notamment les milieux humides. Les 1000 lieux humides, j'allais dire, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup et qu'il faut peut-être les préserver. On va expliquer un petit peu tout ça avec vous. Alors déjà, une petite présentation de vous, votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui à travailler, est-ce que vous êtes salarié ? Vous allez me préciser ça d'ailleurs ou pas. Alors je sais pas, est-ce que Didier tu commences ? Comment t'en es arrivé là au conservatoire ? Quel est ton parcours un petit peu personnel dans le monde de l'environnement ou peut-être avant ? Est-ce que tu es du coin déjà, du secteur de la Lorraine ? Alors pas d'origine, je viens du sud-ouest. Ok. Et je suis venu en Lorraine, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années. Ah ouais, donc Lorrain d'adoption, du coup. Voilà, bien implanté maintenant. Oui. Et ce qui m'a amené, c'est effectivement le premier vrai poste que j'ai eu la chance d'exercer au conservatoire, en sachant que au départ j'étais sur un poste mixte. À la fois sur les aspects de partenariat, ce qu'exerce maintenant Louis. D'accord. Et puis l'autre moitié de mon temps, j'étais le garde d'une réserve naturelle nationale, gérée par le conservatoire, qui s'appelle le Tannet-Gazon du Fin, sur les crêtes vosgiennes, qui est assez connu. D'accord. Et où j'ai eu la chance d'exercer une bonne quinzaine d'années. Et t'aurais pu aussi travailler dans ton secteur, parce que les conservatoires, il n'y en a pas qu'en Lorraine, c'est des structures... Tout à fait. Un maillage national. À tel point que j'ai commencé effectivement dans ma région d'origine. D'accord. Du côté de Pau. Aussi dans un conservatoire ? Aussi dans un conservatoire. Okay. Une fois que t'étais rentré, là, t'es plus ressorti. Donc c'était un service civil à l'époque. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai fait mes gammes. Voilà. Et donc c'était c'est ce qui est devenu maintenant le conservatoire Nouvelle-Aquitaine. Ah oui. Parce que là-bas, ils ont fusionné... suite aux grandes régions. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le Grand Est, où chacun a son indépendance. Oui, il n'y a pas un conservatoire des sites du Grand Est, on va dire, parce que Grand Estois, c'est pas très beau. Mais là, ça reste lorrain. Oui, mais pour autant, on a des liens très proches avec nos collègues de Champagne-Ardenne d'un côté et Alsace de l'autre. Oui, j'imagine que tout ça se... Puis il y a même des sites peut-être à cheval, et puis il y a des liens. La nature s'arrête pas à nos frontières, et les animaux non plus, entre autres. Oui, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des sites qu'on a en co-gestion pour certains. En plus, d'accord. Ouais. Et justement, tu parlais des crêtes. Il y a forcément sur nos crêtes vosgiennes un peu un pied d'un côté, un pied de l'autre, côté Alsace et côté Lorrain, par exemple. Oui, tout à fait.
D'accord. Et Louis, du coup, ton parcours, comment t'arrives ici en Lorraine et notamment à travailler au conservatoire, du coup? Du coup, pour le coup, contrairement à Didier, moi je suis vosgien pur souche. D'accord. Depuis 20 générations. Ouais. Ah oui, ça c'est... Non, mais j'ai grandi dans les Vosges et du coup, comment je suis arrivé là, je me suis un petit peu toujours passionné, intéressé. J'ai toujours un goût pour la nature, pour la préservation de l'environnement. Ce qui m'a amené à faire des études là-dedans. J'ai commencé mes études à Nancy, où j'ai fait un parcours licence-master dans la préservation tout de suite dans la biologie, l'environnement. D'accord, voilà, c'est ça. Après, j'ai fait quelques écarts de parcours où je me suis rendu compte que c'était pas mon truc dans d'autres domaines. Mm-hmm. Et puis finalement, je suis revenu à mes premiers intérêts. Et je suis arrivé au conservatoire comme ça. Depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. 4 ans, donc on va dire que tu fais encore partie des derniers arrivés, pas tout à fait dans la structure. Ouais, si, on peut dire ça. Ouais, je fais partie de la dernière. Donc tous les deux rattachés, on va dire, à ce côté vosgien, parce que quand on parle de la Lorraine, il y a tout plein de personnes qui travaillent sur toute la Lorraine, mais vous êtes plutôt spécifiquement, enfin toi Louis, sur les Vosges. Ouais, moi mon poste c'est chargé d'études territoriales Vosges, donc je m'occupe du suivi des sites des Vosges. Ok. Donc, vraiment c'est mon territoire d'action. Okay. C'est vraiment le territoire des Vosges. On peut pas être partout. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'allais dire, oui. Et donc je m'occupe vraiment du suivi, du partenariat de l'animation territoriale vraiment sur le territoire vosgien. Donc super pour toi, tu es vosgien, travailles dans ton domaine et ça, sur un territoire vosgien que tu connais depuis que tu es né. Donc... Exactement, ouais, donc c'est un côté vraiment super intéressant et passionnant, le fait de travailler sur un territoire où on a grandi, qu'on connaît, pour lequel on a envie de faire des choses, donc c'est vraiment super. Tu vas connaître les sites, on va dire, la nature presque par cœur si tu continues longtemps comme ça. C'est ça, ouais. Puis même, j'ai beau être vosgien, en fait, avec ce boulot, je redécouvre aussi les Vosges, quoi. Ah bah oui, on connaît jamais assez bien son coin, ouais. Et ça a aussi ce côté-là intéressant, c'est que je redécouvre des coins que je connaissais pas, alors que c'est entre guillemets chez moi, quoi. Je trouve que c'est un message important, hein. Vous pensez connaître la montagne d'en face ou en fait à quelques kilomètres, déjà sur 30 kilomètres autour de chez soi, je pense qu'il y a toujours à découvrir. Clairement, c'est ça. Ça c'est déjà un bon message par rapport à ça. Et toi Didier, alors ton rôle dans le conservatoire, vu que tu as quand même eu beaucoup de casquettes au sein de toutes ces années. Oui, j'en ai encore quelques-unes d'ailleurs. Ouais, et aujourd'hui du coup c'est quoi qui t'occupe on va dire tes journées au conservatoire pour à peu près expliquer. Alors je reste encore sur un petit poste mix. D'accord. Sachant que j'ai gardé un peu dans ma besace les enjeux chauves-souris. Et notamment ceux du département des Vosges. Okay. Moi aussi, puisqu'on est basés tous les deux à l'antenne de Gérardmer, qui est la délégation vosgienne du conservatoire, qui lui-même est une structure donc ancienne région Lorraine, basée en Moselle, avec plusieurs entités territoriales comme ça, proches des sites sur lesquels on intervient le plus. Donc le siège est en Moselle. Le siège est en Moselle, à Sarrebourg. Voilà. Et vous, par contre, vous êtes rattaché à l'antenne Vosges. Voilà, c'est ça. Qui se trouve du côté de Gérardmer. À Gérardmer. Les renseignements sont bons. Dans une ancienne école, voilà, sur le quartier d'Excet, qu'on va essayer d'ailleurs de faire découvrir un peu aux gens, au passage, au travers de différents aménagements pédagogiques. C'est pas ouvert qu'aux Géromois. Voilà, faut entendre aussi qu'on peut aller chez vous aussi de toutes les Vosges en tout cas, ou des environs en tout cas, si vous voulez aller participer à des événements. On en reparlera parce qu'il y a des choses effectivement ouvertes à tous, quoi, dans ce que vous organisez au niveau du conservatoire. Tout à fait. Et du coup, donc la partie chauve-souris est finalement une petite partie pour moi, et l'essentiel de mon temps, je l'occupe à des projets de mise en valeur de nos sites. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implanter, par exemple, des sentiers de découverte sur les sites qui se prêtent à l'accueil du public. Oui. Et ça, c'est à l'échelle lorraine, du coup. D'accord. Donc moi, je voyage un peu plus. Oui. Après avoir longtemps découvert les Vosges, j'allais dire en long et en large. Et effectivement, je confirme ce que disait Louis tout à l'heure. C'est vrai que ça nous apporte une connaissance du territoire qui est quand même super. Ça donne envie d'y aller quand tu fais peut-être un panneau, un tract, ce côté-là. T'es obligé d'y aller quand même, mais ça te donne sûrement encore envie d'y aller encore plus.
C'est cette envie qu'on essaie de transmettre maintenant aux autres. C'est vrai que moi, maintenant, j'ai une bonne connaissance, enfin, je considère avoir une bonne connaissance des enjeux du territoire lorrain en général et en particulier des Vosges. C'est vrai que pour avoir assisté à 2-3 petites choses, Didier connaît les propriétaires, les voisins des sites, le contexte, la mairie, enfin, il y a beaucoup d'acteurs à gérer, n'empêche, sur tout ça, et il faut avoir une connaissance fine quand même de tous ces sites-là pour en trouver le meilleur côté, enfin, pour que ça avance et pour que ça puisse effectivement être géré. C'est une des parties de votre mission, mais oui, je pense qu'il peut avoir une bonne connaissance Oui, c'est ça. Je pense que c'est Louis qui pourra en parler plus que moi maintenant. Mais effectivement, c'est primordial de bien connaître le contexte, de savoir où on met les pieds, tout simplement. Oui. Alors, vous êtes venu avec pas mal de documents. On est un peu aussi à la radio et à la vidéo. Vous pouvez retrouver une sorte de podcast, c'est pas vraiment le mot, mais vous pouvez retrouver l'émission, comme vous le savez, sur la page de Facebook de RCM et évidemment, pourquoi pas sur la page que j'imagine vous avez au conservatoire. Bien sûr. Donc beaucoup de documents. C'est toi qui fais ces documents-là en partie, enfin, avec d'autres collègues, ou de tous ces documents ou panneaux ou autres pour chaque site. C'est ton rôle en grande partie. Alors moi, c'est plus les panneaux effectivement qu'on va trouver sur les sites, panneaux d'information. Oui. Ça va être des expositions. Ça va être parfois effectivement des documents écrits à l'appui. En particulier, on développe depuis quelques années des résumés de documents de gestion qui sont plus faciles à assimiler par les élus locaux en particulier, mais qu'on ouvre volontiers aussi au reste de la population. C'est un peu technique, mais voilà, il faut que ce soit... on le fait passer de façon justement plus vulgarisée, en 4 pages, très condensées, plutôt très illustrées. Un gros pavé de 50-100 pages sur un site. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer, je pense, à l'avenir. Alors, tous ces documents-là sont téléchargeables sur notre site internet. D'accord, qu'on peut redonner au passage. Voilà, donc c'est CEN, C-E-N, comme Conservatoire d'Espaces Naturels, Lorraine, comme l'ancienne région, .fr. C'est simple. Voilà. On le répétera, mais voilà, c'est déjà acté. Prenez des notes, comme vous le savez. Sur Terre à Terre, il y a beaucoup d'infos qui passent. Donc, vous pouvez nous réécouter plusieurs fois, donc c'est bien, on va le répéter. Mais déjà, un site internet où on peut retrouver toutes ces publications et une sorte de photos, enfin de carte d'identité de tous les sites que vous avez. C'est ça, plein d'infos sur ce qu'on fait, sur nos actions, les différentes missions, les programmes dans lesquels on s'inscrit, une cartographie des sites qu'on protège, les enjeux naturels. Notre équipe pour mieux connaître un petit peu les différentes missions du CEN, etc. C'est combien de sites aujourd'hui en Lorraine que le conservatoire doit animer, doit gérer Un peu moins de 380. D'accord. Sur toute la Lorraine. Oui. Et sur les Vosges, 110. Donc c'est pas forcément réparti, on va dire ça se fait... Il n'y a pas de champion, mais c'est pas forcément réparti équitablement par département, c'est vraiment par site et par intérêt. Et ça, c'est un protocole long. Comment ça se passe quand il y a un site potentiellement qui montre des intérêts faunistiques, de ce côté de nature? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va juste taper à la porte du maire ou du propriétaire en disant bonjour, on est le conservatoire, on peut travailler ensemble, ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors en amont de ça, en fait, il y a justement ce qui est la reconnaissance de notre travail, c'est le côté scientifique, c'est-à-dire que on va pas comme ça débarquer n'importe comment à l'improviste sur n'importe quel territoire. Par là. Donc il faut étayer les choses et savoir où sont les enjeux surtout. Que ce soit en termes de préservation, parce qu'il y a peut-être une zone humide menacée par tel ou tel aménagement, ou alors il y a simplement un enjeu du fait de la richesse globale d'un site. D'accord. Parce qu'on y trouve tout un tas d'espèces de faune et de flore, plus ou moins rares d'ailleurs. Donc ça, c'est le travail scientifique qui est un peu la base de notre action. Donc vous avez forcément des collègues qui vont être spécialisés dans tel et tel domaine. Voilà, on a une équipe scientifique... je dirais assez conséquente, alors qui est dispatchée d'ailleurs sur les différents pôles territoriaux, ce qui nous permet d'être efficaces et réactifs. Nous, on n'a pas dit combien vous avez de collègues aujourd'hui à peu près alors maintenant, on est une grosse structure, puisque bien qu'étant associatif, et
on est fiers de l'être. Oui, t'as raison. Et on le revendique. Nous sommes maintenant près de 75 salariés. Eh oui, d'accord. Ouais. Effectivement. Donc, effectivement, des scientifiques, pas que, mais forcément, c'est le noyau dur pour aussi trouver des intérêts et des enjeux et les défendre aussi, quoi, du coup, d'avoir de la donnée. Et du coup, une fois que nos collègues scientifiques ont déterminé un enjeu sur un endroit particulier, du coup, ils vont essayer de préciser un peu les choses, avoir un premier état des lieux, on va dire. Et suite à ça, ils vont nous faire remonter l'information. Et là, c'est la mission territoriale que représente Louis, là, qui va prendre le relais. En jeu, alors du coup, comment ça se passe de ton côté, Louis, par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, je dis une bêtise, on va dire, là, aux abords de Saint-Dié, super, il y a une forêt ou bord de rivière intéressante, un coteau que tes collègues, du coup, ont un peu flairé parce que, voilà, il y a peut-être une plante, des animaux qui pour eux est intéressant. Toi, comment ça se passe du coup? La première chose qu'on va regarder dans ces cas-là, ça va être tout le contexte territorial, partenarial. Et aussi notamment auprès des partenaires financiers. D'accord. On va les regarder déjà si on est sur une zone humide, si on est sur un périmètre ENS pour lesquels on pourra faire intervenir différents acteurs et partenaires. Donc à partir de là, on va regarder tous les partenaires qu'on peut solliciter pour mettre en place une protection. Donc ça, c'est une première porte d'entrée, savoir si on peut avoir des partenaires financiers dans un premier temps. Après, on va aussi aller voir forcément les communes, les collectivités, notamment si c'est des terrains communaux. Qui en est un peu propriétaire de ce site-là, parce que ça peut être privé comme public. Quand c'est communal, quand c'est public, on va aller voir les communes, on va regarder ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut mettre en place des conventions, de la maîtrise foncière par bail ou pas simplement ou même par rachat. Ça, c'est souvent entre guillemets assez simple ou plutôt compliqué en général. C'est moitié-moitié. Ouais, je dirais moitié-moitié. Souvent c'est assez simple, on va dire. Il y a de la discussion possible. Ça dépend en fait du contexte. Enfin, ça dépend des interlocuteurs. Avec des communes ça se passe bien. Globalement ça se passe plutôt bien, mais parfois on peut avoir des communes plus réticentes ou qui avaient pas forcément vocation à protéger tel ou tel terrain, mais ça c'est globalement assez rare. Parce que c'est vrai que ça peut imaginer peut-être de faire peur, de dire on va venir nous structure, alors des fois connue, moins bien connue, conservatoire, et vous avez un super site, mais il faudrait un peu le protéger. Le gérer. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire peur quelques propriétaires, que ce soit un public ou un privé. C'est ça. Alors du coup, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de rassurer, en disant nous, on n'est pas là pour mettre sous cloche, on n'est pas là pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, on est simplement là pour essayer de trouver des bonnes pratiques, vous présenter comment on fonctionne et comment on gère un site naturel, et que ce soit compatible avec les activités en place le plus possible. Oui. Pas tout chambouler, mais essayer de trouver des accords pour que la mairie, la collectivité, la commune ou le propriétaire puisse quand même s'y retrouver, et en même temps qu'il y ait une préservation, qu'il y ait des charges, des bonnes pratiques qui permettent de protéger Et sur la centaine de sites là, que tu nous as dit pour les Vosges, c'est quasiment tout du public ou pareil, c'est un mélange assez... C'est un mélange, c'est un mélange. Alors il y a beaucoup de public, il y a quand même pas mal aussi de privé, mais en proportion, je ne saurais pas dire vraiment... mais le privé fait partie aussi. Le privé fait partie, on a des conventions avec des privés. On a souvent d'autres partenaires qui rentrent en jeu aussi quand il y a de la forêt, quand il y a des domaines soumis au régime forestier. On a aussi forcément comme partenaire l'ONF, on peut avoir aussi d'autres partenaires qui entrent en jeu, VNF, des syndicats mixtes, des syndicats des eaux, des parcs naturels régionaux, etc. On peut reparler, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce monde-là, pas forcément connus peut-être de ceux qui nous écoutent, mais on est là pour ça, nous, à Terre, donc je vous propose déjà une petite pause. Oui, ça passe, et comme j'ai l'habitude de demander un petit titre de musique à mes invités, alors Louis, je te laisserai réfléchir encore pour la deuxième pause, mais Didier, as-tu une idée, un petit Jean-Louis Aubert, tu nous proposes? Oui, le jour s'est levé. Une raison perso, tout simplement. Oui, moi, c'est une chanson que j'apprécie. Il se trouve que je l'ai entendue encore récemment à la radio. Je me rappelle plus si c'est RCM, mais j'en suis quasiment sûr. On va dire que si. Oui, je me souviens bien. Et du coup, je me suis dit, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup et
Voilà. Ben, tout simplement, on va se faire un petit Jean-Louis Aubert et puis c'est tout. On vous retrouve juste après pour la deuxième partie. Alors, on est toujours sur Terre à Terre. Si vous reprenez, on est avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, et plus exactement avec Louis et Didier. Pour ce Terre à Terre, un petit peu, voilà, vous avez compris, ces derniers Terre à Terre, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de RCM, mais aussi de l'association, etc. On a une petite série sur l'eau, et aujourd'hui, voilà, avec le Conservatoire, on va parler notamment de certains milieux, certains sites que vous gérez. Pour compléter un peu ce qu'on disait en première partie, on va dire que le conservatoire rentre un peu déjà de manière scientifique dans certains lieux qui ont un enjeu, et puis après petit à petit vous devez aller rencontrer les acteurs, et on sait qu'il y en a beaucoup qui peuvent être nombreux en tout cas autour de la table pour un seul et même site. Alors des fois c'est compliqué, des fois ça peut être simple, et puis après il faut tenir dans le temps, ou alors est-ce que c'est forcément il y a un début, il y a une fin, ou alors vous savez pas jusqu'où ça peut aller cet accord-là ou ces gestions-là. Il y a des choses qui peuvent durer très longtemps, j'imagine. Une fois que il y a un accord entre un propriétaire et vous et peut-être d'autres partenaires, est-ce que vous savez qu'il y a un temps donné, ou forcément à chaque fois c'est très long, quoi, c'est 100 ans, 200 ans ou pas? Souvent on fonctionne avec des accords, entre guillemets des accords signés, quoi. Oui. Ça peut être des conventions, ça peut être des baux, et puis ça peut aussi de la propriété, puisqu'on est aussi vous pouvez être propriétaire aussi. Propriétaire, ouais. D'accord. On est une association qui fait aussi la maîtrise foncière. Et alors du coup, selon les temps qu'on définit, on doit, pour des conventions par exemple, si on a une convention signée sur 15 ans, au bout des 15 ans, il faudra renouveler cette convention avec la commune, avec le privé. Oui. Qui, à son échéance, il faudra la renouveler. Donc il y a quand même c'est pas indéfini, il y a des jalons, il y a des temps où on doit renouveler. C'est un peu cadré, il y a des plans. Quoi. C'est ça. Et c'est bien aussi parce que ça permet aussi de remettre à jour aussi les connaissances du site, reparler aux acteurs, leur reproposer éventuellement des objectifs, des objectifs qui ont peut-être changé avec le temps, les nouveaux plans de gestion, parce que nous, comme disait Didier tout à l'heure, les scientifiques mettent en place des diagnostics de sites, des plans de gestion avec des travaux qu'on va mettre en place sur 10 ans. Et quand un plan de gestion arrive à échéance, un nouveau va être écrit, et les objectifs peuvent changer. À ce moment-là, on va le représenter aux acteurs. D'accord. Et ça permet aussi, à l'échéance d'une convention, de dire on a un nouveau plan de gestion, voilà les mesures qu'on propose, ça peut être changé, et on échange avec eux sur ce qui est possible, sur ce qui change. Alors comment on peut rassurer justement peut-être Didier sur le fait que leur site, ce sera pas forcément une cloche? Quand on dit gérer un site, conserver, ça passe par toi tu es plutôt aussi sur la valorisation, donc par exemple, est-ce que des propriétaires demandent ça, ou c'est plutôt souvent vous qui proposez ce petit côté, le public qui peut venir sur le site, il y a une indication? Alors des fois j'imagine que non, mais c'est vous qui choisissez un peu pourquoi vous voulez valoriser aussi des sites. Qu'est-ce qui fait que vous voulez valoriser un site par des panneaux, qui est une partie de ta mission par exemple? J'allais dire, c'est au cas par cas. Ouais. Et de la même façon qu'au niveau de la maîtrise foncière, ça va être aussi du cas par cas, selon si c'est une commune, des privés. Parfois, c'est les deux sur le même site. Ouais, il n'y a pas un site pareil. Très mélangé. Et selon la surface qui est concernée, ça peut concerner plusieurs communes, et plusieurs propriétaires privés autour, etc. Donc ça peut être parfois des montages assez complexes, et variés aussi en termes de durée. C'est-à-dire que parfois, un propriétaire privé, mais il va falloir le convaincre. Donc on va commencer avec 5 ans, 10 ans d'engagement. Oui. Et puis une fois qu'on s'est mieux fait connaître, qu'il a mieux compris nos actions, généralement ça se passe plutôt bien. Oui. Et du coup derrière on a des engagements à plus long terme. D'accord. Voilà. Parfois il est directement vendeur. Et à ce moment-là on se permet d'acquérir les terrains, si tant est qu'on trouve l'argent. Oui, c'est sûr. Auprès de nos partenaires. Oui. Mais voilà, ça c'est le schéma est très varié dès le départ. Une mosaïque de solutions, de possibilités. Voilà. Déjà les financements. Et c'est vrai que alors après, je pense que c'est important de rappeler que ce qui caractérise les conservatoires justement, c'est cette possibilité d'acquérir en propre des terrains. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, parce qu'à l'origine, les conservatoires d'espaces naturels,
ont eu pour modèle, entre guillemets, le conservatoire du littoral. D'accord. Qui est un établissement public de l'État, mais qui a cette fonction d'acheter des terrains en bord de mer et sur certains pour protéger grands lacs. Des fois, contre l'érosion, enfin, il y a eu plein de... ou contre le bâti. Contre l'urbanisme, surtout. Voilà. La loi littorale. C'est surtout ça, pour éviter le bétonnage des plages voilà, et du bord de mer. Et du coup, comment dire, le modèle, c'est ça, c'est la maîtrise foncière avant tout. Mais après, on est ouvert à tous les partenariats. Ça peut permettre de dire, bon, bah, ce site-là, non, le but, c'est pas que ça devienne un quartier pavillonnaire ou qu'une route puisse pas forcément y passer. Ça peut permettre ça de cloisonner un petit peu quand même des choses, de dire, bah non, on peut pas non plus tout autoriser sur un site. Alors, c'est clair que rien ne vaut la maîtrise foncière. C'est-à-dire que là, on est propriétaire, on est chez nous. Voilà. Tant que le conservatoire existe, et encore, il y a des clauses qui nous permettent de s'assurer que même à la disparition de la structure, les terrains vont rester sous maîtrise publique. Vous avez des collègues juristes alors aussi peut-être ou des... Oui. Direct, j'imagine, du coup, il faut... oui. Et c'est vrai que c'est une protection forte dans le sens où ça évite effectivement un certain nombre d'aménagements non désirables pour l'environnement. Mais voilà, après une convention, même pas forcément pérenne avec un propriétaire privé, on crache pas dessus non plus parce que c'est une entrée qui nous permet de montrer un peu ce qu'on vaut et finalement d'entrer en partenariat. Oui, de travailler à deux, vraiment, pas tout seul. Mettre en place des actions et ça, avec un propriétaire, une commune. Et ça, justement, c'est ce qui caractérise également les conservatoires dans leur philosophie, leur approche des choses, au lieu d'être des structures militantes comme il y en a par ailleurs, et c'est très bien, mais c'est vraiment pas notre rôle. Nous, on est sur la concertation locale. D'accord. C'est pour ça qu'on est en interface avec tous les usagers des sites. Même indirectement du développement local, dans le sens où ça valorise aussi peut-être des gens qui sont déjà implantés. Et c'est juste un travail de partenariat, d'accord, quoi. Voilà. Et du coup, pour revenir à ta question quand même, que je n'ai pas oublié, effectivement, certaines communes notamment peuvent être très intéressées par les propositions qu'on va leur faire en termes de valorisation des terrains qui sont jugés intéressants par nous. Et souvent, c'est des endroits qui sont magnifiques en plus au niveau paysager, parce qu'on parle espace naturel, mais on parle aussi paysage à certaines échelles. Et du coup, voilà, ça on a la chance de travailler sur des sites emblématiques comme la Moselle sauvage, par exemple. Voilà, ça c'est des endroits qui sont vraiment superbes. Et qui des fois sont quand même déjà fréquentés. Donc il n'y a pas forcément la question de dire on fait venir du monde ou pas. Parce qu'en fait, il y a déjà du monde. C'est juste que on cadre un petit peu et en plus on valorise par différentes infos. C'est peut-être plus dur dans un endroit qui est pas forcément déjà connu de faire venir du monde sur un site qui est peut-être plus... qui n'a pas besoin de monde quoi, pour vivre, entre guillemets, qui n'a pas besoin de public. C'est toujours peut-être une question aussi que vous avez... on valorise, mais alors, comment ou pas, du coup. Effectivement, et c'est pour ça que, alors on est répartis un peu en missions dans notre organisation, c'est-à-dire qu'il y a les scientifiques d'un côté, les gens comme moi qui essaient de valoriser les territoires ou les actions du conservatoire. Des fois, collègues du pas trop. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que avant de lancer un projet quel qu'il soit, mon premier réflexe, ça va être de consulter mes collègues scientifiques pour vérifier où est-ce qu'on va. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sensibilités particulières qui vont faire que, parce qu'il y a une faune particulièrement farouche, donc une certaine besoin de quiétude dans certains endroits. Exactement, ou de la flore qu'il faut éviter de piétiner à tel endroit. Donc ça peut être très fin, à l'échelle d'un site, ça peut être un endroit particulier qu'il faut éviter, et ça, ils vont me le signaler. Et à ce moment-là, on va construire un parcours qui va s'adapter en fonction de ça. J'ai l'image qu'on t'en a parlé tout à l'heure du fameux gazon du Fin, où justement, là, on va pas empêcher les gens de venir, donc il faut plutôt guider, informer. Bon, c'est vrai que c'est souvent aussi dire attention, ça c'est pas trop autorisé, ça c'est interdit, ça par contre c'est autorisé. Faut pas être trop toujours dans le interdit, c'est pas trop sympa ça comme message, mais c'est difficile de cadrer des gens qui viennent là pour le plaisir avec leurs chiens, cueillir des myrtilles, voir les belles fleurs, et puis effectivement comme tu dis juste voir le paysage. C'est un boulot à temps plein de trouver les bonnes solutions quoi en tout cas.
Et justement, c'est là qu'interviennent justement les collègues qui sont en charge de cette réserve naturelle. Alors là, c'est un cas particulier parce que c'est un espace protégé par la loi, réglementairement. Voilà. Et du coup, là, il faut se donner les moyens de faire en sorte que le public qui visite effectivement abondamment ce site toute l'année. Là, c'est des centaines de milliers de personnes qui défilent sur ce territoire qui est effectivement un peu emblématique. C'est un peu notre cathédrale des Audaciennes au niveau fréquentation. oui, c'est ça. Et là, du coup, il y a l'équipe de la réserve qui s'est étoffée d'ailleurs dernièrement avec des personnes qui vont entrer en contact régulièrement avec le public pour leur rappeler justement non seulement les règles à respecter, un peu la loi, mais aussi au passage les sensibiliser sur l'existence d'une faune et d'une flore particulière, pouvoir les renseigner dans leur parcours, etc. Faire de la sensibilisation directe, de l'animation. Voilà, c'est de la médiation. Et puis, il y a justement, là, on retrouve le côté panneau. C'est-à-dire qu'il y a une signalétique, là aussi, adaptée, alors qu'on veut intégrer le plus possible au paysage. Parce qu'on veut pas tout gâcher non plus. Mais c'est vrai que là-haut, on est un peu obligé quand même de mettre les moyens. D'y aller fort. Au vu du nombre d'infractions que commettent certains des visiteurs, malheureusement. Donc ça veut dire qu'on va répéter un certain nombre de messages, et notamment les plus forts, à savoir le respect effectivement d'un certain nombre de consignes comme tenir le chien en laisse. Il y a la récolte des myrtilles également qui est c'est vrai qu'on peut rappeler ces petits messages-là, parce que j'imagine que des personnes qui vont écouter, qui nous écoutent, sont peut-être des gens qui montent un petit peu sur les crêtes vosgiennes, c'est juste à côté. Voilà, il y a des raisons à tous ces entre guillemets interdictions, c'est pas pour casser les pieds aux gens, il y a une raison scientifique comme tu dis derrière, ou une raison tout simplement de quiétude, de zone calme, et notamment les chiens en laisse, c'est une des raisons entre autres. Et c'est vrai que là-haut, il y a une zone de quiétude particulière qui a été instaurée dès les premiers temps de la réserve naturelle. Et là, on n'a vraiment pas le droit d'y aller du tout, à l'année. Pour respecter justement une zone de non-dérangement pour la faune. Et ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué à faire passer pour certains. Et puis du coup, j'allais dire, il y a ces lieux-là qui sont effectivement assez comme des petits joyaux qu'on essaye de préserver, et puis encore plus proches de nous, même si c'est proche d'habitat. J'allais dire, on peut un peu contribuer un peu à son petit conservatoire chacun, c'est-à-dire même si... évidemment, à l'euro, c'est marqué d'interdit de jeter des déchets. Ça devient tellement commun qu'on va pas les mettre partout, mais que ce soit une réserve ou un bord de Meurthe ici à Saint-Dié ou à Lunéville, bord de forêt ou de prairie. J'allais dire, c'est des gestes tout simples qu'il faut adopter partout, que ce soit protégé ou pas. Moi, mon rêve, c'est... Mon rêve, c'est de ne plus avoir à faire ce genre de panneau. Oui, bien sûr. Que tu aies un petit peu autre chose à faire. Voilà. Oui, j'imagine, parce que ce côté-là, on aimerait bien pas avoir à répéter, à sensibiliser sur quelque chose qui pourrait être simple par rapport à du respect. Et c'est même pas par méconnaissance, c'est marqué. Donc en gros, on cherche pas à dire je suis contre. C'est comme ça. Et c'est pas pour casser les pieds encore aux gens de leur dire non. Le chien, c'est en laisse, quoi. C'est pas autrement. Alors, d'autant plus sur ces espaces protégés, encore une fois, réglementairement, que sont les réserves naturelles. Alors, c'est un peu l'exception par rapport aux sites... surtout les autres que vous avez à gérer. Voilà, gérés par le conservatoire. C'est vrai qu'on intervient sur 2 réserves naturelles nationales, 6 réserves régionales, mais en dehors de ça, les 370 autres sites, c'est d'autres zonages, d'autres statuts. Voilà. On va pas rentrer, il y en a tellement, on se retrouvera pour une autre émission, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de peut-être s'intéresser à des sites là qui concernent en plus la zone de la radio. Entre ici Lunéville et Saint-Dié, il y a ces fameuses zones humides que les gens, je suis sûr, ont déjà aperçu. Il suffit de longer la voie rapide. On a vraiment ce grand lien là, ce lien bleu, pour pas dire corridor écologique, ou tram bleu, qui se retrouve effectivement entre nos 2 territoires. Après, il y a une petite sorte de continuité. C'est la Meurthe, mais il y a tout ce qu'il y a à côté. Et toi, Louis, il y a des sites spécifiques liés au conservatoire. Tu peux peut-être préciser, c'est quoi ces sites-là en question?
Il me semble qu'il y a quoi? Il y a Raon-l'Étape, des choses comme ça. Il y a Raon-l'Étape. Alors oui, souvent c'est bord de Meurthe et affluent de la Meurthe. Donc Raon-l'Étape, c'est la vallée de la Plaine. Oui. Et puis bord de Meurthe, il va y avoir à Étival-Clairefontaine, par exemple, des prairies humides. D'accord. Où souvent l'enjeu, on va retrouver beaucoup dans ce secteur, ça va être notamment un enjeu vraiment phare. C'est un papillon protégé au niveau national qui a l'azuré des palus. Donc sur ces 2 sites-là, on le retrouve. Indirectement, c'est pas trop lié à la discothèque, mais pas loin. Oui, alors on se demande si c'est pas lié au nom de la c'est un petit papillon bleu, le logo de la discothèque. Et, c'est coïncidence? Mes oreilles avaient traîné il y a une époque en disant que c'était pas pour rien que ça s'était appelé le papillon, parce que voilà, il y avait des zones où justement il y a certaines plantes qui intéressent ce papillon dans cette zone-là, là où est implantée la discothèque. Alors voilà, je sais pas si en implantant ce site-là, ils ont impacté un site humide, mais je pense qu'il y a un lien direct. Voilà, ça s'arrête là. Mais quand même, c'est dans cette zone-là, quoi. En tout cas, En tout cas, sur les 2 sites, sur les 2 sites-là, il y a effectivement ce papillon qui est l'enjeu phare. Après, il y a d'autres enjeux effectivement sur la conservation de la typicité des milieux, notamment la prairie humide, la prairie alluviale. Oui. Où on essaie justement de favoriser ces prairies, favoriser les pratiques agricoles sur ces prairies pour aider à la protection des espèces qui y sont associées. Il va y avoir effectivement des insectes, mais aussi plein d'autres espèces, des oiseaux associés au milieu humide, une faune aussi associée. Alors je fais aussi un petit peu la petite com où on est en lien, c'est que ça fait plusieurs années que l'association etc. propose une petite sortie justement sur des sites comme à Raon-l'Étape. Donc là principalement fin août, si vous êtes en vacances dans le coin, vous pouvez venir, mais justement pour découvrir ce papillon, parce que on peut pas le voir toute l'année évidemment, et vraiment sur une petite fenêtre de 15 jours 3 semaines. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà venir à une sortie, ou aussi peut-être suivre des événements que vous organisez aussi, Didier, par rapport à la découverte de ces sites, et notamment peut-être ces sites-là, notamment autour de Raon-l'Étape. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour le public pour découvrir un petit peu de plus près ce papillon et son environnement, quoi? Alors, beaucoup plus proche de nous dans le temps. Oui. Il se trouve qu'on organise une conférence le 17 février, donc c'est tout bientôt. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Je fais ma petite pub. Exactement. Et c'est justement à nouveau à Raon-l'Étape que ça se passe. D'accord. Et donc c'est à 20h et c'est sur le thème des zones humides. Ok. Voilà, en marge un petit peu de la journée mondiale des zones humides qui a lieu tous les ans début février. Exactement, c'est pas pour rien qu'on va clôturer un peu notre thématique eau sur ces zones humides-là, ça tombe très bien. Donc tu redis 17 février 20h à Raon-l'Étape. Et c'est sur inscription. D'accord, donc sur inscription, on donnera le lieu exact de rendez-vous. Voilà. Exactement. Eh ben, on essaiera de partager ça dans nos différents réseaux. On peut retrouver l'info, j'imagine, sur des pages Facebook ou sur le site du conservatoire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, il y a tout un programme en fait. Il y a une centaine de dates chaque année en Lorraine. D'accord. Généralement, c'est gratuit, sinon c'est spécifié. Oui. Donc les infos sont consultables sur notre site internet. Ou sur le petit imprimé qu'on publie chaque année. Tu peux le montrer. Voilà, alors là, c'est celui de l'an dernier. Oui. Le prochain va pas tarder à sortir. Ok. Et du coup, là, elles sont répertoriées. En fait, un peu comme le petit cadeau de début d'année. Il y aura une version papier ou c'est de nouveau plutôt numérique? Non, il y a les deux. Il y aura les deux. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est largement distribué dans tous les offices de tourisme, notamment auprès de nous, auprès de nos partenaires locaux. Voilà. Et donc pour ces animations, donc généralement vous êtes guidé par un animateur du conservatoire ou de ses partenaires locaux avec qui on travaille de plus en plus, ou également par nos bénévoles, parce que on parlait d'associations tout à l'heure. Ça nous tient à cœur. On est effectivement nombreux à travailler au sein de cette structure, mais on s'appuie également sur un réseau de bénévoles plus ou moins actifs, et notamment les plus actifs d'entre eux, qu'on appelle des conservateurs bénévoles, qui vont s'attacher au suivi d'un ou plusieurs sites de leur territoire. Donc si on s'intéresse un peu à la nature, c'est des gens qui habitent pas loin d'un site potentiel et ils sont un petit peu guidés, accompagnés, mais pour en être vraiment, entre guillemets, le conservateur. Donc le référent local, c'est ça. D'accord.
si une personne veut s'impliquer pour la protection d'un site dans le coin, il peut demander au conservatoire. Il regarde la carte, il voit déjà s'il y a des choses pas loin de chez lui. J'aimerais bien m'impliquer dans la préservation de l'environnement près de chez moi. Oui. Et du coup, il peut être être un lien pour nous, pour être un référent sur des sites, nous faire remonter des informations, participer à nos actions, mettre en place en autonomie certaines choses. Participer à toutes nos actions, que ce soit de la valorisation. Il peut s'engager à la mesure de ce qu'il peut, ce qu'il a envie. Nous accompagner sur même du dialogue territorial, plein de choses. Toujours sur la base du volontariat, c'est toujours ce qu'il souhaite faire et on lui imposera rien. Et c'est très utile pour nous pour travailler et d'avoir une personne localement, parce que comme dit, il y a beaucoup de sites, on n'est pas partout. Et c'est une super source d'informations, de lien local, en tout cas. Donc c'est vraiment super important. Donc, je comprends pourquoi le statut à la fois de l'association de loi 1901 est super pour le conservatoire, dans le sens où vous pouvez avoir des bénévoles, donc une vie associative aussi, par des passionnés de nature qui ont juste envie de passer du temps là-dessus. Ça vous permet même d'avoir toujours autant plus de 70 salariés et même de faire la gestion. Ça permet évidemment un peu de tout ça. Même en étant une association, des fois il y en a qui ont une image qu'une association fait que de bénévoles ou que d'adhérents. Là, il y a des salariés, il y a des bénévoles aussi, faut pas oublier. Et tout ça mené avec d'autres personnes bénévoles aussi, président, tout le conseil d'administration classique d'une asso, mais qui pilote tout ça aussi. Avec l'équipe salariée. C'est vrai qu'on s'est étoffé au fur et à mesure du temps. On a bientôt 40 ans d'existence. Déjà. Et effectivement, comme toute association, ça a commencé avec des bénévoles très impliqués. Et petit à petit, il y a eu un premier salarié, puis un autre. Et effectivement, là, on regarde un peu dans le rétro et on se retrouve à 75. Mais sans oublier les 200 et quelques bénévoles hyperactifs dont je parlais. Et sans oublier non plus les simples sympathisants ou simples adhérents qui nous soutiennent également. Il y a beaucoup de passionnés de nature en Lorraine, c'est bien. Mais peut-être pas encore assez. Ou ceux qui ne sont pas encore manifestés, allez-y. Il ne faut pas hésiter à vous contacter au niveau du conservatoire. On se fait une petite petite micro-pause. Louis, est-ce que tu as une petite idée de musique avant de reprendre Il y a un morceau que j'aime bien qui s'appelle Way Down We Go de Kaleo, un groupe islandais que j'écoute en ce moment. J'entends. ça me résonne encore un petit peu. Donc, là, on est parti pour Kaleo un petit temps. On se retrouve juste après. On se retrouve pour cette troisième dernière partie de Terre à Terre. Il nous reste encore quand même un petit peu de temps, un petit peu moins de 10 minutes quand même, pour finir un peu notre discussion, nos échanges sur à la fois l'émission du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, donc avec Didier et Louis. Louis, peut-être tu nous parlais un petit peu de cette fameuse zone humide en lien avec une espèce phare entre effectivement Raon-l'Étape et Étival, qui est le papillon l'azuré des palus, c'est ça. J'imagine qu'il n'est pas le seul, il y a d'autres papillons et puis peut-être tout un cortège, on va dire, d'autres. On protège quelque part le papillon, mais en fait on protège peut-être plus de choses que ça. Tout ça, le papillon est considéré un petit peu, comme on appelle ça, une espèce parapluie. C'est-à-dire que si on protège ce papillon-là... En plus, il se protège de... Voilà, c'est ça, il met un parapluie pour protéger toutes les autres. Non, en fait, c'est-à-dire si on répond aux exigences écologiques de ce papillon-là, on va favoriser aussi les exigences de beaucoup d'autres espèces. Et il y en a beaucoup. Après, sur Étival, effectivement, ça va être surtout ce papillon-là précisément qu'on va protéger, puisque c'est vraiment l'espèce protégée, l'espèce phare, mais il y a toute une diversité, un cortège qui n'est pas forcément protégé, mais qui est tout autant intéressant. Puis c'est une espèce protégée, il y en a plusieurs, dont un qui est vraiment, entre guillemets, on peut dire rare, qui est un petit joyau là qui vole pas trop loin d'ici et qui est sûrement encore méconnu du coup du genre de leur patrimoine en fait qu'ils ont à côté de chez eux, pour ceux qui nous écoutent du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup protéger ce papillon là, effectivement, déjà c'est participer à la préservation d'une espèce dont les effectifs se réduisent énormément, qui est protégé au niveau européen, donc c'est vraiment un gros enjeu de protection, qui est associé à des zones humides, qui régressent, donc les zones humides, on protège des zones humides, on protège une espèce qui est aussi un indicateur de bonne qualité de ces zones humides, et puis il va y avoir plein d'autres espèces, que ce soit
en faune, en flore, et sur tous les compartiments qui vont être associés à ça, notamment des oiseaux, des criquets par exemple. D'autres insectes. D'accord. Qui vont être associés à ces zones humides alluviales. Alors des mauvaises langues pour dire bah oui d'accord, protéger un papillon c'est gros comme ça. C'est ça, voilà. Bouger un peu on a un peu l'image, bouger des routes, bouger des projets, pour un papillon, ça fait toujours un peu sourire, un peu rigoler ou grincer les dents. Mais derrière, c'est un paysage, comme tu dis, c'est un paysage en fait qu'on protège. Protège pas juste un papillon, on protège tout un écosystème qui dont le papillon dépend. Et qui va pas être juste cantonné à un petit papillon, ça va être justement le papillon, c'est un peu l'indicateur. Oui. Finalement, c'est beaucoup plus large que ça. Si on travaille sur des milieux, plein d'espèces, des zones humides, donc qui vont avoir plein de fonctions, pas seulement juste être un milieu support de biodiversité, mais aussi un moyen d'accès à avoir de l'eau potable, des services pour les risques contre les inondations, qui va restituer de l'eau en période d'étiage. Tous les services que rend une zone humide, un stockage de carbone aussi. Oui. Donc on protège tout ça. Parce que c'est vrai que on disait toujours que les Vosges, l'eau, quelque chose qui il y en a partout, mais de plus en plus on commence à s'inquiéter aussi de cette ressource en eau. Et ces zones-là sont importantes pour que ce cycle de l'eau se fasse, que ce soit dans le sol, que ce soit après par évaporation. C'est important si on met du entre guillemets, j'ai grossi le trait exprès, mais du béton partout ou des zones trop étanches, on perd tout ça quoi. On peut avoir ça aussi. Et on a beaucoup perdu. Et oui, en plus. J'ai en tête un petit chiffre comme ça. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais faut juste se rendre compte un petit peu des choses. Scientifique, on dit, conservateur, il y a ce côté. Juste aussi. Pour se rendre compte un peu de où on est. En 50 ans, là, ces 50 dernières années, la Lorraine a perdu 50% de ses zones humides. Voilà. Oui. Une sur deux. Après, est-ce qu'on pourrait pas aussi, même si vous êtes sur gérer des espaces bien spécifiques, quand on est un petit peu un propriétaire et il y a des gens ici qui ont tous un petit bout de terrain, quel est le message qu'on pourrait leur porter? Surtout, c'est des gens qui sont sur le Val de Meurthe et voilà, on a beaucoup qui vont nous entendre parce que c'est un peu le fil rouge, le fil bleu, j'allais dire, de la radio qui nous relie entre ces deux territoires, le trait d'union entre Lunéville et Saint-Dié. Si c'est bien une rivière, c'est bien celle-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent éventuellement mettre en place de simple pour contribuer aussi à leur part de cette grande trame bleue qui est la Meurthe là aujourd'hui? Quel message on peut passer, peut-être Louis et Didier aussi simplement passer des messages de pratique. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire encore, mais simplement déjà sur des pratiques assez simples qu'on peut mettre en place pour favoriser la biodiversité chez soi. C'est tailler sa haie aux bonnes périodes, pas forcément en période de nidification, faucher tardivement si on a des prairies, laisser quand on a des petites sources, des zones humides, des mares, les laisser en place, les préserver, ce genre de choses. Après, s'il y a vraiment une volonté de mettre en place des choses très spécifiques, si par exemple on a une mare, on veut savoir comment bien gérer une mare pour favoriser les amphibiens, la végétation, ne pas hésiter à revenir vers des structures qui peuvent les conseiller. En tout cas, oui, on peut nous être relais, etc. Sur ces questions, des gens qui ont une sorte de mare, qui veulent être sûrs que ce soit bien équilibré, et pas un nid à moustiques, c'est un peu l'image peut-être que ça peut avoir, et du coup on s'en débarrasse. Même si c'est pas trop conseillé de s'en débarrasser officiellement aussi, même si on est chez soi, du coup, oui, on peut largement conseiller gratuitement sur, on vient une fois, on prend des photos, on se dit voilà, on échange avec vous propriétaires, et il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou contacter l'association, etc. Et puis on fait le lien aussi avec nos partenaires comme vous, le conservatoire. On peut être un relais, en tout cas local, sur ça. Et il y a un petit peu de financement, nous, pour justement protéger ces petits milieux-là, comme les mares, tout simplement. D'autant je pense qu'on peut le dire, etc. Et le conservatoire sont en lien étroit. On a un vrai partenariat. Et pour le coup, ça se fait aussi dans le cadre du plan régional en faveur des mares. Oui. Donc voilà, ça c'est des choses, les références sont là encore sur notre site internet.
Et lorsque Louis évoquait effectivement les différentes actions possibles, me vient à l'esprit quand même un public particulier qui est directement concerné, c'est les agriculteurs. Mais oui. Et c'est utilisent des prairies, enfin toutes ces zones-là. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est un territoire qui est très riche en prairies alluviales, comme on les appelle. Et c'est vrai que c'est des enjeux très très forts localement, que ce soit effectivement sur Étival, Raon-l'Étable qu'on a mentionné. Je pense aussi à la vallée de la Vesouse, où on est assez bien implanté aussi. C'est des espaces assez plats et on se dit, bah voilà, on peut cultiver facilement, mais ça reste effectivement des prairies qui sont très proches du niveau de la rivière, quoi, du coup, qui... Et voilà. Et c'est vrai que le premier risque en la matière, c'est le retournement, comme on l'appelle, c'est-à-dire la conversion en culture. Et là, pour le coup, c'est un drame parce que la prairie telle qu'on l'a connue, ben, on la retrouvera jamais, même avec d'énormes moyens. Comme on peut essayer de le faire maintenant avec l'expertise qu'on commence à avoir. On peut la détruire en très peu de temps, mais par contre, la retrouver, ce sera très compliqué. On l'aura jamais à l'identique. C'est vrai que voilà, une prairie naturelle, comme on l'appelle, qui a toujours été en prairie depuis X années, bah, ça va être riche d'une quantité phénoménale de fleurs différentes, de papillons, criquets, etc., qu'on va jamais retrouver une fois que c'est converti en culture. Donc voilà, ça, le petit message fort, on va dire, ça va être peut-être ça, déjà d'éviter les catastrophes avant de devoir les réparer. Donc déjà, si certains voient, voilà, pas loin de chez eux, entre Étival, Raon, des belles grandes plantes, voilà, à couleur un petit peu, couleur sang, c'est pas rouge vif, mais un rouge, voilà, assez haute. Dans ces périodes-là d'été, c'est déjà une première. Un petit indice, et s'ils peuvent les garder, ça serait plutôt pas mal. Oui, bah tu peux expliquer pourquoi peut-être. C'est quoi comme plante, parce que je vois. Tu peux la montrer. Bah oui, tu peux la montrer évidemment. Et avec la star qui est dessus. On la voit pas bien. Voilà, ça c'est la star, c'est le papillon, c'est l'azur des palus. Du coup, ça, oui, c'est une plante qui est assez facilement reconnaissable. Elle s'appelle la grande sanguisorbe, ou la pimprenelle, qui est une plante qui a un bouton pourpre, rouge. Ouais, un peu grenat, comme ça. C'est ça, ouais. Qui est facilement reconnaissable, qu'on va retrouver dans les prairies humides alluviales, et qui est la plante hôte du papillon. Il va venir pondre, la chenille va se développer un petit peu sur la plante, et puis après se laisser tomber. Donc, le papillon a un cycle assez compliqué, c'est ça aussi qui fait sa fragilité, c'est que la chenille va être hébergée par une fourmi. Et son côté extraordinaire aussi, c'est un papillon avec des pouvoirs... Avec des pouvoirs qui est capable d'utiliser, de berner un petit peu des fourmis pour héberger ses chenilles. Donc les fourmis vont nourrir la chenille tout l'hiver, et puis elle va réémerger au chaud, tranquille. Voilà, c'est ça, elle va être au chaud, nourrie, le jet nourri blanchi par les fourmis. Et puis après, elle va réémerger l'année suivante pour éclore et puis faire sa phase papillon. Donc il est visible, comme on disait, mi-août, fin août, à peu près. Ouais, c'est ça, quasiment même déjà mi-juillet. D'accord, oui. Et du coup, voilà, c'est un cycle complexe. Si la plante est là, ça veut dire, voilà, c'est déjà un premier indice. Premier indice pour dire que ça ne veut pas dire qu'il y a le papillon. Ça veut pas dire qu'il y a le papillon, parce tout à fait. Comme dit, le cycle est compliqué. Il suffit qu'il manque un maillon pour que ça ne se fasse pas. Mais voilà, la plante, c'est déjà un bon indice. Puis si on voit la plante plus de ce papillon, là, c'est le top. Ça veut dire qu'on a effectivement reproduction du papillon sur place. Donc préserver cette plante, c'est préserver le papillon, mais il y a plein de conditions à respecter pour ça, et notamment éviter de faucher, parce que la plante va être présente. Il faut qu'elle soit présente en période où le papillon estival, où il va pondre dessus. Si elle est fauchée à ce moment-là, il n'y a pas de reproduction. Du coup, le papillon va décliner un peu. Soyons estival à étival, justement. Voilà, c'est ça. C'est peut-être un slogan qu'on peut amener. Je garde l'idée pour un prochain panel. Voilà. On va devoir déjà arrêter ce terre-à-terre très passionnant. Si vous avez envie de continuer un peu l'aventure, on le répète, il y a une conférence Didier à Raon-l'Étape, et on a dit le 17 février, si j'ai bien. C'est ça. Voilà, à 20h sur inscription. Et le lieu sera donné lors de l'inscription. Exactement. Si vous voulez voir sur le terrain, il y aura possibilité de sortie, mais cette fois-ci
voilà, sur la période estivale, du coup, on vient de le dire, pour découvrir peut-être le papillon, le voir peut-être, hein, on prend pas forcément rendez-vous si facilement, mais en tout cas d'expliquer effectivement tout l'intérêt de ces zones humides là sur le terrain, donc fin août avec etc., mais en lien avec le conservatoire. Et je vous remercie beaucoup de cet entretien et puis d'avoir participé à ce terre à terre. Et puis il me reste à vous saluer déjà, Louis et Didier, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis de vous saluer, vous les sapiens, continuez bien en découverte, sortez surtout, et puis ouvrez bien l'œil, et puis on se retrouve dans 15 petits jours pour un autre sujet de terrien, on va dire. Merci beaucoup, au revoir à tous.